le jour du silence, chronique de l'arrivée et de la longue veillée. Son petit appartement était un sanctuaire dédié au ciel, les murs couverts de cartes d'étoiles et d'équations complexes. Ignorant qu'il entendait le premier souffle d'un silence qui allait bientôt devenir assourdissant. De l'autre côté du monde, dans le désert d'Atacama, au Chili, le docteur Kani Tanaka passait en revue les données de neutrinos de l'observatoire souterrain. Migrants traditionnels. Leurs chansons sonnaient étrangement ternes, désorientés. Dans les jungles de Bornéo, les orang-outans, généralement bruyants, étaient devenus étrangement silencieux, regardant le ciel avec une apparente appréhension. Petit défaut dans la matrice du monde, signaux faibles perdus dans le bruit de la vie quotidienne. Et la planète, sans le savoir, retenait son souffle. Cela s'est produit simultanément partout. 8:47 GMT. Un instant. Le bourdonnement global a été coupé comme si un câble titanesque avait été coupé. À Madrid, les écrans d'Harry clignent et meurent. Sa connexion Internet s'est évaporée. Le trafic s'est arrêté de façon chaotique, les moteurs se sont éteints inexplicablement. Les feux sont devenus aveugles. Harry courut vers la fenêtre. Et la scène ci-dessous était une confusion gelée. Voitures arrêtées au milieu des intersections. Des gens quittant les bâtiments, regardant leur téléphone mort avec incrédulité. La panique commença à bouleverser. Un cri aigu ici, le bruit d'un accident métallique là. À New York, Times Square, le cœur battant de la publicité mondiale, a été complètement obscurci. Des écrans géants sont sortis, plongeant la place dans une obscurité surréaliste. Le rugissement de la circulation dans Manhattan s'est éteint, remplacé par un murmure croissant de peur et de confusion. L'isolement était désormais universel. Le pouls technologique de la planète s'était arrêté. Au-dessus de Madrid, suspendue avec une immobilité impossible, se trouvait la nef. C'était une structure qui défiait la description facile, mi-disque, mi-cylindre, mais un polyèdre complexe de visages lisses et sombres qui semblait boire la lumière. Sa taille était difficile à assimiler, il couvrait plusieurs pâtés de maisons de la ville, projetant une ombre froide et définie sous le soleil du matin. Et elle n'émettait aucun son. Il ne montrait pas de feu de position, pas d'insigne, pas d'arme visible. C'était une pure présence extraterrestre, inerte et observant. Et la même vision se répéta au-dessus de Londres, flottant au-dessus de la Tamise près du Parlement. Au-dessus de Moscou, éclipsant la place rouge. Sur Washington DC, immobile sur le National Mall. À Caire, Pékin, Rio de Janeiro, New Delhi. Des dizaines d'entre eux, stratégiquement positionnés sur des centres de pouvoir, de population et de culture. Tous identiques dans leur conception impossible et leur silence absolu. La panique initiale s'est transformée en quelque chose de différent, un mélange de terreur primordiale et d'étonnement paralysant. Harry Thorne, de son balcon, a senti un frisson qui n'était pas seulement à cause de l'ombre du navire. C'était le frisson de la découverte, de la peur de l'inconnu rendu réalité de la manière la plus inattendue et passive possible. Le monde était à la merci de visiteurs silencieux dont le but était un vide terrifiant. Sans communication mondiale, chaque nation, chaque ville, chaque communauté est devenue une île. Un quartier général de fortune, un bunker antinucléaire de la guerre froide sous la Moncloa, réactivé à la hâte. Dans le bunker, un espace claustrophobe de béton et de lumière fluorescente, elle a rencontré le reste de l'équipe de réponse scientifique initiale, le docteur David Chen, un jeune prodige de la linguistique computationnelle et de la sémiotique. La situation est simple, messieurs, docteur, a déclaré Vargas lors de sa première rencontre, sa voix retentissant dans la salle des cartes. Des entités inconnues ont neutralisé nos communications mondiales, et ont pris des positions stratégiques sur notre planète. Nous ne connaissons pas leurs intentions, leurs capacités ou leurs faiblesses. Notre travail est de savoir. Rapide. Une théorie, Dr. Thorne? Vous êtes l'expert là-bas, général, répondit Harry en essayant d'ordonner ses pensées. Leur technologie est évidemment supérieure. Et la neutralisation des communications suggère un contrôle précis du spectre électromagnétique. Leur silence pourrait être délibéré, une tactique psychologique. Ou simplement opérer dans un spectre que nous ne pouvons pas détecter. Son immobilité est la chose la plus déconcertante. Elle n'est pas agressif, mais il n'est pas non plus bénin. Elle est dans l'attente. Pendant ce temps, dans les rues de Madrid, Maria, l'infirmière, faisait face à une réalité plus grossière. Les gens ont commencé à s'organiser localement, certains avec générosité, partageant le peu qu'ils avaient, d'autres avec peur, retranchés avec des armes improvisées. Les rumeurs étaient la seule monnaie d'information, les silents, le nom populaire déjà répandu, ils étaient là pour juger l'humanité, pour les emmener vers les étoiles, pour drainer les océans. Et la peur et l'incertitude étaient l'air nouveau à respirer.
La vie dans le bunker était une routine tendue d'analyse de données infructueuses, de débats circulaires et de pression croissante. Radis et son équipe ont tout essayé. Les signaux radio de toutes les fréquences imaginables, des elfes aux rayons gamma, les impulsions laser codées avec des constantes mathématiques, pi, le rapport d'or, les transmissions musicales. Les navires restèrent impassibles, absorbant ou ignorant toutes les tentatives. Vargas est devenu de plus en plus impatient. Une démonstration de force. Voyez s'ils saignent. En général, tirer sur eux pourrait équivaloir à piquer un lion endormi avec un cure-dent, a répondu Harry. Nous ne savons pas de quoi ils sont capables. Leur passivité actuelle pourrait être notre seule plaisanterie. David Chen a passé des heures devant des écrans qui ont montré l'analyse spectrale complexe, à la recherche de motifs cachés dans le bruit autour des navires. C'est comme s'ils étaient enveloppés dans une bulle de réalité locale altérée, a-t-il théorisé. Mais il y en a. Fluctuation. Des minuscules perturbations gravitationnelles locales, des variations dans le champ magnétique proche de la Terre. C'est un niveau subtil, presque quantique. Carté, pour sa part, enquêta sur des rapports d'étranges effets psychologiques sur des personnes vivant directement sous l'ombre des navires. Rêve vif et étrangement cohérent, sentiment d'être observé, même des cas isolés de ce qu'il semblait être. Des pensées éphémères partagées. Et la plupart furent rejetées comme de l'hystérie de masse, mais Carté se demanda s'il y avait autre chose. Une nouvelle figure a été présentée au bunker, Hélène Ariot, une diplomate de carrière assignée comme liaison politique. L'ONU a essayé d'organiser des sessions virtuelles, mais elles étaient chaotiques et inefficaces. L'humanité était unie par la présence extraterrestre, mais divisée dans sa réponse. La vie était dure, précaire, mais il y avait un sentiment de communauté forgé dans l'adversité. Mais non loin de là, un culte apocalyptique, les Fils du Silence, gagna des adeptes. Sur le plan international, la situation était impatchwork. La Chine, sous le contrôle serré du parti, avait imposé un blocus interne de l'information et mobilisé massivement son armée, encerclant le navire au-dessus de Pékin mais ne l'attaquant pas. L'Amérique était divisée, les factions militaires préconisant une action agressive et les factions scientifiques et politiques plaidant pour la patience. La Russie a adopté une posture défensive et énigmatique. Dans certaines régions d'Afrique et d'Amérique latine, où les gouvernements centraux se sont rapidement effondrés, de nouveaux dirigeants locaux et seigneurs de guerre ont émergé. Il s'est simplement désintégré à mesure qu'il s'approchait trop, sans explosion, comme si ces atomes avaient été déconnectés. L'incident a été masqué par Pékin. Mais des rumeurs ont coulé, accroissant la tension mondiale. Vargas utilisa ces rumeurs, obtenues par des canaux de renseignement fragmentaires, pour pousser à son propre plan agressif d'investigation. Vous voyez, ils ne sont pas passifs. Ils ont des défenses. Des défenses qui peuvent pulvériser notre meilleure technologie. Nous avons besoin de savoir ce qu'ils peuvent faire d'autre avant de décider de l'utiliser offensivement, a soutenu Vargas. Le temps pour l'équipe Harry de trouver une forme de communication était dangereusement court. C'est une combinaison des observations de chaînes sur les fluctuations subtiles, des rapports de Carté sur les effets psychologiques, et la propre intuition d'Harry, forgée dans des années de recherche de modèles dans des données cosmiques apparemment aléatoires, qui a conduit à l'hypothèse « Je ne pense pas qu'ils communiquent avec les ondes électromagnétiques », a déclaré Harry lors d'une séance de remue-ménage tendue. Je pense qu'ils interagissent à un niveau plus fondamental. Peut-être avec la conscience. Conscience ? Répéta Vargas, incrédulé. Est-ce que vous maître dites que vous êtes télépathe ? Pas nécessairement la télépathie comme dans les films, Général Carter intervint discrètement. Mais considérez ceci, le cerveau humain, 8 milliards d'entre eux pensent, ressentent. Rêver simultanément, génère un champ bioélectrique incroyablement complexe mais extrêmement faible à distance. Peut-être qu'une civilisation aussi avancée peut percevoir ou même interagir avec ce champ collectif. Peut-être que ces fluctuations que David détecte sont la réponse du vaisseau à l'activité psychique globale ou locale. David Chen hocha la tête, ses yeux brillants d'excitation intellectuelle. Si c'est vrai, alors essayez de communiquer avec la radio et comme crier sur quelqu'un qui ne peut entendre que l'échographie. Nous avons besoin d'un transducteur différent. Quelque chose qui peut moduler nos propres modèles neuronaux et les projeter. L'idée était radicale, à la limite de la métaphysique, mais c'était la seule façon nouvelle qu'ils avaient. Avec l'horloge en marche et l'approbation réticente de Vargas, essayez votre expérience de pensée, docteur. Vous avez 72 heures. Alors mes missiles auront la parole. L'équipe est entrée dans un effort frénétique. Ils ont saisi des équipements d'interface cerveau-ordinateur d'un laboratoire de neurosciences, des machines conçues pour permettre aux patients paralysés de contrôler des dispositifs prothétiques avec leurs pensées. Carté et ses techniciens ont travaillé sans relâche pour les modifier, pour amplifier et cibler des modèles neuronaux spécifiques.
Shen s'est immergé dans la création de glyphes conceptuels. Représentation neuronale pure d'idées mathématiques et physiques fondamentales, dépouillée de langage. Harry était le volontaire. C'est elle qui a reçu la formation en visualisation abstraite et la discipline mentale requise. Il était assis dans la chaise de métal froid. Un réseau d'électrodes humides attachés à son cuir chevelu, le faible bourdonnement de l'amplificateur remplissant la petite salle d'observation blindée. À l'extérieur, Shen, Carter et Vargas observèrent sur des moniteurs qui montraient les ondes cérébrales d'Harry, et les faibles modèles d'énergie autour du navire éloigné de Madrid. Harry ferma les yeux. Il s'est plongé dans l'état de concentration profonde qu'il avait l'habitude de cartographier les nébuleuses. Puis, il a commencé à penser aux glyphes de Shen. Non pas comme des mots, mais comme des formes pures, comme des vérités ressenties. Le rapport d'or se déploie comme une fleur cosmique. L'équation est l'aiguante égale mc carré lumineux comme une étoile intérieure. Est la structure de l'atome de carbone, la base de la vie terrestre, qui s'accumule et tourne dans votre esprit. Des heures passèrent. Rien. Le premier jour s'est terminé dans la frustration, le deuxième jour a apporté des maux de tête aveuglant et des doutes croissants. Vargas a regardé, les bras croisés, son expression impassible mais ses yeux donnant le compte à rebours. Le soir du troisième jour, alors que l'espoir était presque éteint, Harry projeta le concept de question, non pas une question spécifique, mais la forme pure de la recherche de la connaissance. C'était une présence. Une conscience vaste, ancienne, incompréhensible et complexe qui touchait la sienne. Elle avait l'impression que son esprit s'élargissait à l'infini, et en même temps il était comprimé jusqu'à un certain point. Un vertige qui la faisait haleter, des nausées qui lui montaient la gorge. Et puis, une réponse, non pas sollicitée, mais offerte. Une vague d'informations pures, de sensations synesthétiques, d'émotions géométriques. Enquête détectée. Curiosité. Canal inhabituel, concept étrangère analogue, la reconnaissance de l'intelligence naissante. Harry a crié, non pas de douleur, mais de pure surcharge sensorielle et émotionnelle. Il a arraché les électrodes, secouant incontrôlablement. Ça a marché, il a haleté, les larmes coulent sur son visage. Le contact était établi, mais le seuil qu'il venait de franchir conduisait à un vaste territoire mental inconnu et potentiellement dangereux. Et la communication avait commencé, mais la compréhension serait le véritable défi. Le premier contact n'était pas une conversation, c'était une plongée violente dans un océan de conscience extraterrestre. Harry avait l'impression que son esprit se dissolvait et se réformait seconde après seconde, bombardé de concepts sans équivalent humain. Harry avait besoin de récupérer physiquement et mentalement après chaque brève incursion dans l'esprit silencieux. Elle souffrait de migraines débilitantes. Une désorientation sensorielle et un sentiment dérangeant de présence résiduelle même déconnectée. Nous jouons avec le feu, Harry, dit-il tranquillement un soir. L'esprit humain n'est pas conçu pour cette échelle de traitement. C'est comme essayer de connecter un ordinateur portable au réseau électrique d'une galaxie. Mais Harry était déterminé. Ils avaient ouvert une porte et ne pouvaient se permettre de la fermer. David Shen a travaillé fébrilement avec les données fragmentaires enregistrées pendant les sessions. Longtemps profond, il était un sentiment écrasant de l'Antiquité et l'échelle cosmique. Il suggérait que les Silents n'étaient pas des individus au sens humain, mais peut-être des nœuds d'une conscience distribuée ou collective. Modèle cyclique. Anomalie imminente du seuil de changement systémique. C'était un avertissement, Harry s'en était sûr. Mais la nature exacte du danger restait insaisissable, enveloppée de métaphores cosmiques et de mathématiques qu'elle pouvait à peine commencer à déchiffrer. Chaque séance était comme une plongée dans les profondeurs abyssales. La percée est venue quand David Shen a changé de cap. A eu lieu d'essayer de traduire directement les concepts silencieux en langage humain, une tâche impossible. Il a commencé à créer un langage intermédiaire, un système de glyphes visuels et de motifs sonores abstraits qui représentaient les concepts récurrents. Harry a appris à reconnaître et à manipuler ces glyphes dans l'interface mentale, en les utilisant comme point. Encre pour poser des questions plus précises. La réponse silencieuse est venue, plus ciblée cette fois, une vague de visualisation abstraite qu'Harry a eu du mal à décrire. J'y vois. Les orbites planétaires deviennent instables. Comme des cordes de guitare qui vibrent trop fort. Ôter une vague, pas d'eau, d'obscurité, ou d'énergie négative, balayant l'espace, pointant vers notre Soleil. Événement de reconfiguration cyclique, ERC, traduit Shen, assignant un nouveau glyphe et un terme provisoire. Effet prévu, échelle de temps du système solaire local, cycle solaire multiple, estimation, 50 à 200 années terrestres. Peu à peu, douloureusement, le message est devenu clair. Silent avait détecté l'approche d'un phénomène cosmique naturel mais dévastateur. Une sorte de tempête spatiale à l'échelle galactique qui nettoyait ou reconfigurait périodiquement des secteurs de l'espace. Leur arrivée dans le système solaire était inévitable à une échelle de temps humaine gérable,
mais cosmologiquement imminente. La réponse était complexe, un mélange de philosophie extraterrestre et de physique. Protocole de non-ingérence directe, loi fondamentale du développement civilisationnel, observation, transmission primaire de l'information permise, limite d'intervention. Ce n'est pas à nous de les sauver. C'est leur défi d'évoluer ou de périr. Mais nous pouvons vous montrer la tempête à venir. Ben Carter était confronté à un dilemme éthique. Harry payait un prix physique et mental élevé. Elle a proposé de former d'autres communicateurs, mais les premières tentatives avec d'autres volontaires, scientifiques et médiums soigneusement sélectionnés, ont échoué ou se sont avérées dangereuses. La combinaison unique du bélier de la formation scientifique abstraite, de la discipline mentale et peut-être de quelques prédispositions neurologiques inconnues a fait d'elle, pour le moment, la seule interface viable. Nous devons la protéger, a insisté Carter à Vargas. Elle est littéralement la voix d'un autre monde. Il était impossible de maintenir un secret de cette ampleur. Malgré les efforts du général Vargas et d'autres dirigeants pour contrôler l'information, des rumeurs sur le contact et l'avertissement ont commencé à fuir du bunker. Tout d'abord, des chuchotements parmi le personnel, puis des fuites anonymes vers les quelques médias qui fonctionnaient difficilement. Les enfants du silence et d'autres cultes similaires ont incorporé l'avertissement dans leurs récits apocalyptiques. C'était le jugement dernier, et seulement eux avaient la clé du salut. Les sceptiques ont redoublé leurs critiques. Vargas se trouve dans une situation difficile. Personnellement, il se méfiait profondément de la nature silencieuse et mentale du contact. Elle a autorisé Hélène à partager des renseignements classifiés limités avec d'autres gouvernements par le biais de voies sécurisées nouvellement établies. Certains soupçonnaient que les silences eux-mêmes facilitaient ces communications intermittentes. Les réponses internationales ont varié. La Chine est restée secrète, mais ses observatoires spatiaux ont été tranquillement réorientés. La Russie a exprimé son scepticisme officiel mais a ouvert ses propres enquêtes secrètes. L'Agence spatiale européenne a ouvertement proposé une collaboration scientifique internationale pour vérifier la menace. L'Amérique était profondément divisée, avec des débats publics acharnés entre les factions pro-contact et pro-défense. Maria, dans son quartier de Madrid, a dû servir de médiateur. Certains voisins ont vu l'avertissement comme une raison de s'unir et de se préparer. D'autres sont tombés dans le désespoir ou se sont accrochés aux théories du complot. Au fur et à mesure qu'Harry devint plus habile à naviguer dans l'interface silencieuse, il commença à obtenir une image plus claire, mais encore profondément étrange, des visiteurs. Ils n'étaient pas une race ou une espèce au sens biologique que les humains comprenaient. Ah! Ils existaient depuis des milliards d'années, observant la naissance et la mort des étoiles, des galaxies et des civilisations. Leur but n'était pas d'interagir ou de juger, mais d'enregistrer et de comprendre les modèles fondamentaux de l'univers. Renouveau cosmique. Ce fut l'une des révélations philosophiques les plus inquiétantes qu'a reçues Harry. Au silencieux, la possible extinction de l'humanité, bien que digne d'être enregistrée et prévenue. Compte tenu du seuil d'intelligence atteint par l'espèce, ce n'était qu'un événement mineur dans la grande symphonie cosmique. La réponse silencieuse a été complexe. Le canal mental moins intrusif permet une interprétation et une adaptation graduelle par la civilisation naissante. La révélation directe. ET massif pourrait causer l'effondrement immédiat de la civilisation. Le processus de découverte fait partie du développement. Ils ont choisi la méthode qu'ils jugeaient la moins perturbante, et qui favorisait un processus d'apprentissage et d'adaptation de la part de l'humanité, plutôt qu'une simple diffusion d'informations qui pourrait être mal compris ou provoquer une panique paralysante. Harry luttait avec l'immensité de cette perspective. Ou quelque chose de complètement différent, pour lequel les humains n'avaient même pas de cadre conceptuel. Son rôle d'ambassadrice se sentait de plus en plus lourd et solitaire. À la demande d'Harry, formulée à travers les glyphes conceptuels, les Silents ont commencé à fournir des visualisations plus détaillées de l'événement de reconfiguration cyclique. La GRC. Il ne s'agissait pas d'images claires, mais de simulations abstraites mais mathématiquement précises que David Chen et son équipe ont eu du mal à traduire en modèles compréhensibles. Ils ont montré une vaste vague de ce qui semblait être de l'énergie exotique et des particules inconnues, des centaines d'années-lumière à travers, balayant un bras de la Voie lactée. Ce n'était pas une explosion, mais une perturbation fondamentale du tissu même de l'espace-temps, se propageant à une vitesse proche de celle de la lumière. Du trou noir supermassif au centre galactique ou des cycles de matière noire non encore compris. Les effets projetés sur le système solaire étaient refroidissants. Premièrement, des perturbations gravitationnelles massives qui déstabiliseraient les orbites des planètes extérieures et du nuage d'Oort. Capables de balayer les atmosphères des planètes intérieures et de stériliser leur surface. Troisièmement,
les effets directs de l'onde énergétique elle-même sur la matière et les champs électromagnétiques. Dont les résultats étaient difficiles à prédire mais probablement incompatibles avec la technologie et la biologie humaine. Et la survie exige des mesures d'atténuation multifactorielles, était la conclusion silencieuse. Bouclier énergétique, relocalisation profonde, barre sous-marin souterrain, évacuation interplanétaire possible, limitée. Il n'offrait pas de solution technologique, seulement les paramètres du problème. Pourquoi ne l'arrêtez-vous pas? Harry projeta une fois de plus, sentant le désespoir de son espèce. La réponse était la même, mais avec un ajout. Le C est un processus naturel. Une interférence aurait des conséquences imprévisibles à l'échelle galactique. Notre fonction est d'observer. Et pour mémoire, nous avons vu des civilisations survivre à ces événements par ingéniosité et adaptation. Le défi était entièrement humain. L'échelle de temps estimée, de 50 à 200 ans, offrait un répit, mais elle soulignait également l'ampleur du défi. Ce n'était pas un problème pour une seule génération, mais pour plusieurs. Cela nécessiterait des efforts soutenus et une coopération mondiale sans précédent. De plus en plus de preuves indirectes de l'anomalie provenant d'observatoires indépendants, combinées à la cohérence interne des informations obtenues de Harry, ont finalement contribué à la balance. En dépit de profondes divisions et de la méfiance, les grandes nations du monde ont accepté de former le projet Global Umbrella. Il s'agissait d'une initiative scientifique et technique monumentale, dont le but explicite était de vérifier de façon indépendante la menace du CEE, d'étudier sa nature et de commencer à élaborer des stratégies d'atténuation à long terme. Mais l'ombre des vaisseaux et des lentilles, et la perspective d'une extinction partagée ont agi comme un puissant catalyseur. De nouveaux centres communs de recherche ont été créés. Les télescopes spatiaux existants et futurs ont été réorientés. Des sommes astronomiques ont été investies dans la physique des particules, la science des matériaux, l'astrophysique et la propulsion avancée. Les scientifiques qui étaient auparavant en compétition ont maintenant collaboré, partageant des données et des théories via des réseaux sécurisés, dont la stabilité restait curieusement fiable. Harry se trouvait au centre de ce tourbillon, voyageant, quand c'était possible et en toute sécurité, à des réunions virtuelles et parfois en face à face. Les dernières données conceptuelles. Elle est devenue une icône mondiale, admirée par certains, diffamée par d'autres, mais écoutée par presque tout le monde. Le général Vargas, sans jamais perdre son air de poupe, est devenu un défenseur pragmatique du projet Égida, y voyant la seule réponse logique à une menace potentiellement existentielle, quelle que soit son origine réelle. Elenario a joué un rôle crucial dans la diplomatie nécessaire au maintien de la fragile coalition internationale. Le projet érigé n'était pas une solution magique, mais le début d'une réponse, le premier pas de l'humanité pour affronter, en espèce unie, bien qu'encore imparfaitement, sa place et ses dangers dans le vaste cosmos. Les années passèrent. 5. Les navires silencieux restaient, sentinelles immobiles dans le ciel du monde. Leur présence était devenue une partie de la nouvelle normalité, une toile de fond constante de la vie humaine. D'autres détails au sujet du CEE ont été confirmés, bien que sa nature exacte demeure un défi pour la physique humaine. Des idées radicales ont été explorées, des boucliers planétaires basés sur des champs de force, de vastes villes souterraines, des vaisseaux générationnels pour se réfugier dans d'autres systèmes stellaires. Ils ont été des projets pendant des décennies, pendant des siècles. Harry Zorn a continué à être le principal, et toujours le seul, communicateur fiable avec le silencieux. Les séances étaient maintenant moins fréquentes, plus axées sur la vérification de données précises ou la clarification de concepts complexes. Elle a senti le poids des années et son rôle unique. Elle formait une nouvelle génération de scientifiques et de communicateurs potentiels, espérant que l'un d'entre eux pourrait éventuellement prendre le relais. David Chen est devenu l'un des leaders intellectuels du projet Égida, qui développe de nouveaux langages mathématiques et informatiques pour modéliser l'information silencieuse et l'ERC. Ben Carter a passé le reste de sa carrière à étudier l'interface entre la science et la technologie, à la recherche de moyens de communication ou d'interaction plus sûrs et plus efficaces. Elenario a accédé à un poste élevé dans la nouvelle structure de gouvernance mondiale qui a émergé autour de l'Égida. À Madrid, la communauté de Maria avait survécu et s'était adaptée. Son fils était maintenant un adolescent, apprenant à la fois les techniques de survie du nouvel âge et les sciences avancées d'EOJ à l'école locale. La vie était plus simple à certains égards, plus complexe à d'autres. Il y avait moins d'abondance matérielle, mais peut-être un plus grand sens du but et de la communauté. L'ombre dans le ciel nous rappelait constamment qu'ils faisaient partie de quelque chose de beaucoup plus grand et que l'avenir dépendait de leur ingéniosité et de leur coopération. Les silencieux, ayant donné leur avertissement, restèrent des observateurs silencieux, attendant peut-être de voir si cette jeune espèce bruyante avait ce qu'il fallait pour survivre à la prochaine tempête cosmique,
et franchir la prochaine étape de son évolution. L'histoire de cette lutte, de cette adaptation, de cette longue veillée sous des ombres silencieuses commençait à peine à se dérouler.